BFM Business, le grand débat du patrimoine. Vous en avez l'habitude, chaque mois, on se retrouve autour de la table pour un grand débat patrimonial avec la complicité de Jean-François Filiatre pour Marché Gagnant. Et aujourd'hui, autour de la table, Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants de l'autorité des marchés financiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Delphine Damarzitz, directrice générale d'Euronext Paris. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à l'invitation. Et Patrick Renard pour le service actionnaire d'Air Liquide. Bonjour. Merci à vous aussi d'être là ce matin. Notre thème, ce mois-ci, concerne les actions. Sont-elles un placement à ringard? C'est l'interrogation du jour. Et Jean-François, je vous vois hilar, parce que vous, comme moi d'ailleurs, on est tous les deux de grands défenseurs du placement action au terme de la vie des entreprises. Et vous nous provoquez ce matin en nous traitant de ringard. Ouais, mais je vais vous dire pourquoi, parce que c'est une histoire avec Choupinette. Vous savez qu'on a notre portefeuille boursier pédagogique, et puis on a un petit souci, c'est que sur le secteur des biens de consommation, on a une position sur Christian Dior, une action qui vaut 700 €, et elle commence à peser de manière un peu trop importante, donc on aimerait bien léger, mais à 700 € sur un portefeuille grand public à 10 000 €, ben c'est pas facile. Et je me suis dit, si j'ai envie d'acheter des fonds, ben je peux investir au franc à l'euro près. Si je veux acheter des SCPI, pareil, idem en épargne salariale, je peux pas le faire avec les actions. Je me suis donc dit, pour Choupinette, c'est un placement ringard, autant donc en parler avec la place. Bon, eh ben on va en parler justement, et tiens, on va commencer avec le représentant des actions, entre guillemets, une boîte Air Liquide. Patrick Renard, c'est ringard, une action ? À mon sens, c'est pas ringard, c'est doublement intelligent. D'abord parce que c'est certainement la meilleure ou une des meilleures façons de valoriser ses économies. Ça, les études de l'AMF, et Claire ne me contredira pas, le prouvent. À moyen et long terme, c'est le placement le plus rentable, bien plus que laisser dormir ses économies sur un compte courant ou sur un livret bancaire. Et puis, c'est doublement intelligent parce qu'étant actionnaire d'une société, on choisit sa société, on s'intéresse à la société, on a un droit de vote qui peut influencer sur le cours de la société, et notamment aujourd'hui où les jeunes sont particulièrement demandeurs de sens, ce sont les entreprises qui peuvent apporter du sens, c'est l'économie réelle, c'est aussi l'économie qui crée des emplois, ce sont des entreprises qui travaillent, si je prends le cas d'Air Liquide, énormément sur la transition énergétique, donc tout cela fait que ce n'est absolument pas ringard à mon sens. Bon, Patrick, de toute façon, c'est pas très étonnant qu'il soit là, parce qu'Air Liquide, c'est quasiment l'élève parfait dans les relations actionnaires, avec le nominatif, etc. Quand on pilote la bourse de Paris, parce que finalement c'est ça, Euronext Paris, c'est un peu la patronne du Palais Brongniart, on est aussi en prise avec les brokers, avec tous les professionnels de marché. Qu'est-ce qu'ils vous disent à vous? Eh ben, ils me disent, effectivement, nos clients qui sont les intermédiaires qui passent les ordres, ils nous disent que les investisseurs particuliers ont changé. Alors, on sait qu'ils sont arrivés, ils sont revenus, une nouvelle génération avec la volatilité de la crise Covid puis ukrainienne, hein, mais ils ont un comportement, nous disent nos clients, sophistiqué. On disait les particuliers rentrent trop tard, sortent en panique ou ne vendent pas assez tôt. Aujourd'hui, on nous dit en fait ils se comportent habilement. Ils rentrent, ils buy the dip comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'ils rentrent à un moment stratégique et ils restent sereins à un certain moment de baisse ou de volatilité forte. Donc c'est une génération plus jeune et qui sait gérer la volatilité. Alors, ce n'est pas un conseil, ça dépend des profils. Non, mais donc ils trouvent pas ça ringard. Sinon, Claire, ils trouvent pas ça ringard. Non, ils sont stratégiques, et l'action, c'est le placement stratégique, l'investissement en direct. On reviendra sur ces questions de comment on fait sur les fractions, etc. Mais et puis il y a d'autres profils pour lesquels il est plus adapté de choisir d'autres types d'instruments qui sont investis en action, mais pas forcément en direct ou pas forcément directement en action. Claire Castanet, du côté de l'AMF, le gendarme, comme on dit, mais il n'y a pas que le képi. Enfin, il n'y a pas que la sanction. Il y a aussi la protection, la surveillance, l'accompagnement, la pédagogie, et on l'illustre régulièrement, notamment avec le médiateur de l'AMF qui nous rejoint régulièrement. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez des chiffres qui vous permettent de nous guider un peu dans cette histoire-là, de ringardise ou pas? Oui, si on prend les années 2020, 2021, 2022, c'est plus de 820 000 nouveaux investisseurs. C'est pas rien. C'est pas mal. C'est pas rien. Avec un rajeunissement de façon générale, puisqu'on est à moins 8 ans par rapport à ce qui préexistait avant en âge moyen.
Et sur les néo-brokers, on est à 30% de personnes qui ont moins de 30 ans. Donc, ringard, non, ça se rajeunit, avec bien sûr l'élément déclencheur qui a été la crise sanitaire, puis la crise en Ukraine, donc des moments qui ont paru pertinents sans doute à ces nouveaux investisseurs pour pouvoir investir en bourse, avec toujours l'attention bien sûr que l'on doit rappeler de la diversification, du fait qu'il faut apprendre à se servir de ces instruments-là et bien sûr connaître les sortes de bourse, etc. Mais visiblement, il y a un investissement de la part de ces plus jeunes investisseurs en cette matière. Juste clair par rapport à ça, moment du Covid, on comprend. Est-ce qu'il y a aussi une différence en termes d'offres de la part des intermédiaires à destination de la clientèle? Alors, on a vu les plus jeunes notamment, mais pas seulement, attirés par de nouvelles plateformes plus ergonomiques, plus adaptées avec des parcours clients beaucoup plus fluides, et puis des offres également qui mettaient en avant du zéro commission par exemple. Là-dessus on y reviendra sans doute tout à l'heure. Bien évidemment, rien n'est gratuit. Je le disais, Patrick Renard, Air Liquide, c'est un peu le bon élève, vous connaissez particulièrement vos actionnaires avec ce nominatif pur, avec un encadrement quand même. Pareil, ça résonne chez vous aussi Tout à fait. Ou ça reste l'action du bon père de famille qui l'a acheté il y a 40 ans et qui l'a toujours pas vendu et qui a l'âge de ses actions? Non, alors je confirme ce que disait Claire. On a vu l'arrivée de nouveaux investisseurs. En fait, on est passé de 420 000 actionnaires individuels en 2018 à près de 750 000 fin 2022, ce qui est colossal. On n'avait jamais vu une croissance pareille. C'est un public plus jeune, effectivement, nettement plus jeune. Et c'est un public plus féminin aussi. Les femmes sont peut-être plus avisées. En tout cas, elles ont investi massivement sur l'action Air Liquide. Bon, bah, donc voilà un petit peu le cadre. Donc c'est a priori pas complètement ringard, hein, Jean-François. Donc on a raison de continuer. On doit parler un peu maintenant du marché. Comment est-ce que vous le percevez, vous? Alors moi, je vais vous faire une confidence, Cédric. J'ai envie de vous appeler Papy Mougeot, parce que là, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Non, mais la référence. Non, mais pourquoi je dis ça? Vous avez fait référence tout à l'heure au Palais Brognard. Donc on va se rappeler Jean-Pierre Gaillard. On va se rappeler votre grande époque, où vous donniez les cours sur l'antenne de France Info. Et à cette époque-là, on était sur un marché boursier qui était centralisé. Donc, effectivement, ça a été au Palais Brognard. Et puis après, on est parti dans les tours à la Défense. Aujourd'hui, le marché, c'est plus ça du tout. Aujourd'hui, il y a eu des directives européennes, ça s'appelle MIF 1, MIF 2, etc. Enfin bon, tout ça, c'est de la technique. Mais en pratique, quand vous passez un ordre aujourd'hui, l'ordre, il peut atterrir chez Euronext, mais il peut aussi atterrir sur des plateformes alternatives. Et puis, on a vu notamment dans le développement des nouveaux acteurs dont nous parlait Claire il y a de cela quelques instants, de nouvelles pratiques qui nous viennent des États-Unis, qui consistent à dire que votre ordre, on va le vendre à quelqu'un d'autre, qui lui va le faire un peu de marge dessus et va lui-même le retraiter derrière. Donc, en fait, on est dans un monde qui est beaucoup plus compliqué. Et puisqu'on a la chance d'avoir Delphine avec nous aujourd'hui, moi, je suis allé aux entretiens de l'AMF cette année et j'ai entendu Delphine nous dire les ordres de particuliers, c'est de l'or. Or, moi, ce que je constate sur le marché, c'est que grosso modo, il y a eu énormément d'acteurs étrangers qui ont pris énormément de parts de marché ces derniers temps et qu'il y a un débat tarifaire. Parce que ces acteurs, ils sont arrivés en disant zéro commission. Donc, moi, ma question que j'ai envie de poser à Delphine, c'est si c'est de l'or, est-ce qu'Euronext, par rapport à ses membres, n'a pas intérêt de se bouger un peu pour que toute l'activité se fasse pas, non pas auprès des acteurs étrangers avec des pratiques anglo-saxonnes, mais plutôt dans des pratiques hexagonales? Alors, je vous rassure, bien sûr, aujourd'hui, on est en concurrence comme lieu d'exécution. On a toujours le monopole de ce qui se cote chez nous en termes de listing. Si c'est Euronext qui est choisi, Euronext Paris, sur l'exécution, on est en concurrence. Euronext est toujours le marché le plus liquide, le marché de référence, là où se font les prix, avec une part de marché très largement majoritaire, évidemment. Et pourquoi je disais, c'est important, et je le redis, les ordres des particuliers, c'est de l'or. Parce que tout le monde va être en face, parce que c'est des flux qui sont très, très sains, qui arrivent sans biais, avec des intentions d'investissement qui sont liées à des opinions. Et donc, c'est pas des gens qui vont chercher des failles de marché. Voilà. Donc, tout le monde veut être en face de ces flux. Ça veut dire que, normalement, il faut que les plateformes d'exécution rendent de la valeur, traitent mieux ces ordres retail. Et c'est ce que fait Euronext.
puisqu'on a un service qui s'appelle Best of Book, qui est un service d'amélioration du prix. Lorsque nos clients, les intermédiaires de marché, y vont, ils obtiennent une amélioration de prix qui est de 2,60 € par ordre en moyenne. Parce que qu'est-ce qui se passe avec le zéro commission promis par certains brokers, alors qu'ils ont forcément des frais, les frais d'exécution, mais plein de frais de distribution, de construction de plateforme, etc. C'est que, en fait, on se refait sur le prix. Voilà, il n'y a pas de magie. Donc c'est attirant en marketing parce qu'on sait bien qu'on est tous sensibles à des petites illusions monétaires, pour employer un terme technique. On rappelle aussi que généralement quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Voilà. Et donc Best of Book va vous assurer le meilleur prix, 99% des cas. Meilleur que la moyenne, la seule plateforme transparente qui est toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Néanmoins, on est stimulé par ces approches marketing et on a hier annoncé à nos intermédiaires une nouvelle option tarifaire qui permettra que les ordres au marché puissent être gratuits pour ces intermédiaires et donc ça leur permettra de faire des offres très favorables. Pourquoi ? Parce que les plateformes alternatives qui sont en PIFOF, je pense qu'on va revenir à cette explication, c'est-à-dire qu'elles vendent leur flux, on peut se demander si du coup elles ont le meilleur prix, elles n'ont pas de liquidité sur les ordres limites. Donc les ordres limites, ils vont être sur Euronext, parce que c'est Euronext qui a la liquidité. Et donc elles se concentrent sur les ordres au marché. Et donc nous, on a amélioré, repensé notre grille tarifaire de manière à ce que les ordres au marché puissent également venir sur Euronext, apportés par tous nos intermédiaires. Donc PIFOF, puisque on a aussi quelques béotiens qui nous écoutent, c'est Payment for Order Flow. Ouais. Donc c'est un acronyme entre guillemets. Comment est-ce que vous le percevez vous d'ailleurs à l'AMF, ce débat sur... Vous parliez de bon sens tout à l'heure. Le bon sens, c'est que rien n'est gratuit, bien évidemment, lorsqu'il y a une offre, lorsqu'il y a de la distribution, lorsqu'il y a des plateformes d'exécution. Donc il ne faut pas que ce soit un mirage marketing. Et il faut bien comprendre, il peut y avoir des prix différenciés pour différentes raisons, de la part de différentes plateformes. Il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière. Donc il faut de la transparence. Et au-delà de la transparence, elle sert à quoi cette transparence ? À informer le client, mais également à vérifier s'il y a des conflits d'intérêts. Et ça, c'est essentiel, puisque vous devez travailler pour le meilleur intérêt de votre client, et non pas pour vos intérêts à vous. Oui. Et la clé est là. Oui. Jean-François, une réaction ? J'aime les ordres à cours limité, et c'est ceux qu'on explique à Choupinette, le fameux ordre bonne affaire. Patrick Renard, combien ça coûte de passer un ordre chez Air Liquide ? Alors quand on est au nominatif pur, ça coûte 0,1% hors taxe. Donc c'est le taux, un des taux, voire le taux le plus bas du marché. Et c'est sans minimum. Et ça c'est quelque chose, on dit toujours à nos actionnaires, méfiez-vous. Il faut aussi regarder la question du minimum. Les actionnaires individuels passent des ordres qui ne sont pas des ordres forcément très très élevés. Et le minimum vient souvent en fait énormément gonfler les taux artificiellement, je dirais, entre guillemets, proposés avec un pourcentage attractif. Alors, indépendamment de ça, lorsqu'on est au nominatif pur, tout ce qui est droit de garde et frais de gestion est aussi égal à 0. Oui. Donc le coût d'un compte titre, en fait, c'est uniquement au moment où on passe un ordre d'achat ou de vente. On rappelle, on l'a évoqué il y a peu de temps, ce nominatif pur, enfin ce nominatif sur l'antenne. On rappelle que son seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas PEable et que quand on est au nominatif pur, on est sous la fiscalité du compte titre et non pas du PEA, sinon c'est le nominatif administré. Donc voilà pour tout ça. Parlons un petit peu des influenceurs aussi, pour ne pas être ringard, parce que sinon Jean-François va nous coller un débat sur les influenceurs, et là je ne sais pas où on va partir. Il y en a qui tentent un peu de vendre du rêve, et c'est vrai qu'on a parfois de belles boîtes à Paris, mais de moins en moins de sociétés étrangères. Comment est-ce que vous voyez ces évolutions de cotes, etc., Delphine ? Alors, on a des sociétés étrangères à Paris, bien sûr, mais c'est vrai que les places de listing... on évoquait Jean-Pierre Gaillard tout à l'heure. Ouais. Je me souviens qu'à la fin de chaque liste, il était aux étrangères, etc. Et ça faisait... voilà, on en parlait beaucoup. Aujourd'hui, on en parle moins quand même. En fait, les particuliers doivent être diversifiés. Ouais. Donc moi, mon objectif, c'est d'avoir un maximum d'entreprises cotées sur Euronext Paris, mais il faut reconnaître que pour l'investissement, il faut être diversifié, comme un petit biais domestique, parce que c'est important, l'économie réelle, mais pas trop. Et donc, c'est une partie de l'appel, entre guillemets,
guillemets, des néo-brokers que d'offrir de manière simplifiée techniquement, on va dire, peut-être pas financièrement, des valeurs étrangères cotées, listées ailleurs, américaines, le reste de l'Europe. Vous savez, Euronext a fait l'acquisition en 2021 de Borsa Italiana, qui est une bourse qui a une forte participation des particuliers par tradition italienne très positive. Et ils ont un marché qui s'appelle GEM, Global Equity Market, sur lesquels sont listées 130 valeurs qui ne viennent pas de Borsa, qui sont admit to trading dans le jargon, et sur lesquels du coup les particuliers les brokers peuvent facilement se brancher, et c'est beaucoup plus simplifié par rapport à je ne fais pas les détails, mais une tuyauterie assez complexe pour tout le monde lorsqu'il faut proposer à sa clientèle des valeurs étrangères, raison pour laquelle c'est souvent des commissions très élevées pour un peu décourager. Voilà. Et donc nous, on trouve ça. On a basculé nos marchés sur notre plateforme commune Euronext, nos 7 marchés maintenant, et on va très bientôt, d'ici la fin de l'année, le booster. On passera de 130 valeurs à plus de 600, avec des marchés, des durées de transactions étendues, de manière à pouvoir traiter les américaines avec plus de durée que si ça s'arrête à 5h de l'après-midi, ce qui fait que c'est pas très ancien, il se passe encore des choses à New York. Et on va ainsi pouvoir simplifier pour nos membres qui sont les intermédiaires la capacité à proposer ces titres en euros. Et ça, je pense que c'est important pour les particuliers, c'est qu'ils n'auront pas cette complexité supplémentaire qui peut engendrer des frais supplémentaires d'être dans une monnaie étrangère. Des influenceurs, vous avez imaginé en recruter, vous, pour vendre l'action liquide ? Écoutez, on y réfléchit. Alors cela dit, il faut différencier. Il y a 2 types d'influenceurs. Vous avez l'influenceur qui influence sur une quantité de choses, ça peut être sur des produits de consommation, sur de la mode, du luxe, etc., qui connaît rien à la finance. Donc évidemment, c'est pas à ces gens-là qu'on s'intéresse. En revanche, vous avez des influenceurs qui sont beaucoup plus spécialisés dans le domaine de la finance, qui sont pertinents. Et nous, on demande qu'il y ait une évolution de la réglementation, peut-être un stamp AMF, quelque chose qui permettrait vraiment de valider la crédibilité de ces influenceurs. Mais il est clair que c'est probablement un moyen intéressant, justement, de démocratiser l'action et de faire de la pédagogie. Qu'est-ce qu'on se dit chez le gendarme, là, pour le coup, je suis désolé, je vous remets le képi. Non, mais l'influence, c'est de la publicité, ni plus ni moins. La publicité, bien évidemment, il y a un régulateur pour cela, c'est la répression des fraudes, mais on s'y intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est un premier indice de commercialisation pour nous. Et ce premier indice de commercialisation, cette promotion doit respecter les règles de la publicité. D'une part, si on est payé, il faut dire qu'on est payé. Il faut avoir une communication qui soit équilibrée entre les avantages et les inconvénients. Et puis, comme le disait Patrick, il y a des gens qui ont investi en matière de connaissances et d'autres qui se sont improvisés. On a vu notamment un certain nombre d'influenceurs logés ailleurs, notamment à Dubaï, qui ont eu des dérives tout à fait problématiques. Ouais. Donc, il faut savoir à qui on a affaire et il faut éduquer aussi l'ensemble de nos internautes pour qu'ils se posent la question, est-ce que la personne qui est en train de me parler de finances, alors qu'on sait bien le poids que ça a dans la vie des ménages, des familles, des jeunes, que de préparer son avenir financier, est-ce que cette personne-là, elle a des compétences pour le faire ? Est-ce qu'elle est rémunérée pour le faire ? C'est un message publicitaire ou c'est un conseil de bon ami ? Sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours très clair et nous nous réjouissons qu'il y ait une loi qui arrive, elle a été votée, qui va permettre, qui est une loi avant tout pédagogique, mais de cadrer les choses, de donner des points de repère là-dessus. Et nous travaillons avec l'autorité d'autorégulation de la publicité pour un certificat sur l'influence responsable adaptée au secteur financier. Bon, donc on ne s'achète pas tout de suite un appart à Dubaï avec Jean-François. On va rester un peu ringard. Bon, il nous reste 5 minutes. On a plusieurs sujets, mais je voudrais vraiment qu'on dise un mot de ces morceaux d'action qui tournent un peu entre nous depuis le début où vous l'avez initié, Jean-François. C'est quoi ? Vous les découpez, Patrick, en non, mais après, non, mais on a le débat. On peut poser la question. On peut poser. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a le marché, le régulateur, un émetteur, voilà. Et on va dire un représentant des épargnants. Donc on a à peu près la. Pourquoi je pourrais pas acheter un huitième de l'action ? La question qu'on peut poser à un émetteur, est-ce qu'un émetteur Air Liquide trouverait ça bien que des investisseurs puissent acheter non pas une action, mais 0,5% d'actions, en particulier dans la démarche qui est celle qu'on a engagée, de vouloir faire en sorte que les actions deviennent un placement populaire.
Oui, Alors, tout à fait, parce que est-ce qu'on peut découper Air Liquide ? très clairement, beaucoup de personnes nous disent 160 €, qui est à peu près le cours actuel de l'action Air Liquide, c'est trop élevé, il faut que vous fassiez des splits. Ok, donc on va diviser par 2, par 5, peu importe. Mais c'est pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est l'investissement programmé. En fait, on se rend compte que les jeunes aujourd'hui sont très demandeurs de produits d'investissement programmé, c'est-à-dire de pouvoir dire à leur intermédiaire financier, oui. Vous m'achetez Comme ils payent leur smartphone, ils se payent de la bourse. J'économise 200 € tous les mois en actions Air Liquide. Donc forcément, ça, ce sont des fractions Air Liquide. Et c'est intéressant, non seulement, bien entendu, parce que les jeunes s'y intéressent, mais c'est intéressant parce que c'est une manière connue de réduire le risque d'investissement en bourse, le fait d'investir régulièrement dans la durée. Voilà. Donc moi, je suis vraiment demandeur de la possibilité. Ça se fait dans d'autres pays. C'est une question aussi de cadre réglementaire. Donc là, Claire confirmera qu'elle travaille aussi, elle s'intéresse aussi au sujet. On a des discussions sur ce point. Et donc, on peut espérer que cela soit bientôt possible. Ça pose quand même des questions réglementaires importantes qu'il faut résoudre. Alors, le régulateur, qu'est-ce qu'il en dit de découper ? Si je me mets à la place de l'investisseur, la question c'est qu'est-ce que j'achète ? J'achète vraiment une fraction d'action ou je suis en train d'acheter un produit dérivé qui ne dit pas son nom ? Et ça, c'est tout à fait essentiel. Je suis actionnaire, avec tous les droits de l'actionnaire, le dividende, etc. Ou je suis créancier. Même la garantie sur les titres ne s'applique pas de la même façon. Donc, comprenez ce dans quoi vous investissez, diversifiez bien évidemment, et puis ce sont des choses qui, je pense, répondent à une aspiration, effectivement, d'être plus lissé dans le temps, qui est un conseil pédagogique que l'on donne régulièrement. Et à la Bourse de Paris ? Alors, non, c'est vrai qu'il y a cette aspiration, on la comprend, et le conseil d'investissement régulier, il est excellent, et il est complémentaire de ce que je disais au début. Il y a des investisseurs, des nouveaux traders qui viennent entrer de manière stratégique. Là, on s'adresse à une autre logique, qui est celle de l'accumulation, plus de l'investissement que, entre guillemets, du trading. Donc cette aspiration, on la comprend. Effectivement, il faut comprendre qu'il y a plusieurs solutions. Il y aurait une solution qui consisterait à transformer l'ensemble de la tuyauterie et raisonner par fraction plutôt que par décimalisation, plutôt que par action en tant que telle, avec une transmission à tous les étages des questions de gouvernance et de propriété. C'est complexe, ça nécessite parce que on est tous les quatre là, mais il manque les intermédiaires. Je les rajoute dans cette équation. Après, il y a des produits, effectivement. Alors, les Allemands, ils ont un système d'indivision qui vient s'intercaler. Sinon, c'est effectivement des produits qui répliquent. J'aurais cité, donc les produits, ça peut être parfois des tokens, mais alors là, on ne sait plus très bien ce que c'est, entre guillemets, en termes de régulation financière, en tout cas pas encore. Ça peut être effectivement des dérivés qui s'appellent différemment, ça peut être une fraction indivise dans le système allemand. Une solution aujourd'hui qui est bien connue, et qui dit son nom, c'est les ETF, les trackers, qui vous permettent d'être sur un titre. Oui. Vous êtes sur un titre, tout en étant, entre guillemets, dans une logique de fond. Juste un dernier mot avant la conclusion. Oui, alors pour nous, les ETF, ce ne sont pas des actions. Donc je rejoins le souci de Claire d'avoir derrière des fondamentaux qui sont l'entreprise. Et l'entreprise, c'est une aventure, donc c'est intéressant. Dans le système qu'on appelle de nos voeux pour le fractionnement des actions, en fait, lorsque la somme des fractions, mettons qu'on achète 2 dixièmes chaque mois, vient à 10 dixièmes, à ce moment-là, ça devient une vraie action. Donc en fait, le fractionnement ne s'applique qu'à un montant inférieur à une action. Donc on devient très très vite actionnaire, droit aux dividendes, droit de vote, etc. Jean-François, on conclut rapidement ? Très rapidement, non, les actions ne sont pas un placement en guerre, mais en revanche, il y a une impérieuse nécessité de moderniser plein de choses. La décimalisation, la communication financière, ça peut pas être. On peut pas parler à un investisseur particulier en disant que c'est un petit institutionnel en ayant le même type de communication. Le fonctionnement des assemblées générales pour qu'on puisse les faire en digital, en votant avec son téléphone. Bref, il y a plein de choses à faire. Et ça, c'est un travail de tous les gens qui sont autour de la table, plus les intermédiaires, c'est un travail de place. Vous voyez, je m'énerve souvent en me disant qu'on s'occupe trop des problèmes de la place et pas assez des problèmes de choupinette. Mais des fois, les problèmes de choupinette remontent au sujet de place. Il me semble-t-il, lorsque l'on s'interroge sur le financement des entreprises et la souveraineté économique, ce sujet-là est un sujet majeur. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Claire Castanet donc pour l'autorité des marchés financiers, Delphine Darmazit pour Euronext et Patrick Renard pour Air Liquide. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, Jean-François ? On se retrouve la semaine prochaine. Oui, pour Marché Gagnant, comme chaque jeudi sur l'antenne de BFM Business.